C'est une voiture qui a été imaginée par l'équipe Lancia Italie pour faire de la compétition. C'est une voiture de course. En fait, moi je sortais de l'équipe Alpine qui était l'équipe championne du monde, qui gagnait tout. Et chez Lancia, ils avaient un peu les boules, comme on dit, de voir ces voitures gagner. Et chez Lancia, en l'occurrence César Fiorio, a lancé l'étude et la fabrication d'une voiture de course pour battre les berlinettes avec les règlements du moment. Et on est sorti la Lancia Stratos, voilà, formidable voiture de course. Et j'ai eu l'incroyable opportunité, et grande chance aussi, de pouvoir sortir de chez Alpine et entrer de plein pied au volant de cette Lancia Stratos. J'ai forcé le destin parce qu'on ne me l'a pas proposé. On l'a d'abord loué, on s'est imposé en gagnant des courses et on a créé Lancia France parce qu'on avait gagné des courses et qu'on avait montré que le potentiel d'exploitation publicitaire avec toutes ces victoires était positif pour la marque Lancia qui à cette époque, il faut le rappeler entre parenthèses, a été jusqu'à vendre 18 000 voitures en France. Ce qui n'est pas anecdotique pour une marque comme Lancia. Elle a commencé à être mise au point en 71 pour courir. Elle a fait quelques épreuves en titre de prototype en 73. En fait, sa vraie carrière sportive a commencé en 74, 75 avec le titre de championne du monde, enfin et ainsi de suite, mais jusqu'en 81 officiellement et certaines jusqu'en 82 et dans des petits rallyes même 86. Donc en plus, elle a une longévité en course automobile exceptionnelle. Et c'est une auto quand même qu'elle a gagné pendant 7 saisons consécutives des rallyes, ce qui n'est jamais quasiment arrivé là aussi à une voiture de rallye. Alors petite anecdote concernant l'homologation de cette voiture, pour courir en groupe 3 et en groupe 4, elle devait être produite au moins à 500 exemplaires. On le sait aujourd'hui, les 500 exemplaires n'ont jamais été fabriqués. On en compte entre 400 et 500, on va dire pour faire simple. Il y a en tout cas eu 500 moteurs, ça c'est sûr. Et l'homologation, l'histoire est quand même assez rigolote et on reconnaît toutes les idées malines des Italiens. Ils ont convoqué les gens de la FIA en fin de matinée pour voir les premières 250 dans un lieu de Turin. On les a gentiment invités à déjeuner, un bon déjeuner. Et pendant le temps du déjeuner, les 250 voitures sont parties sur un autre site où sont arrivés les gens de la FIA pour compter donc les 500 Stratos homologables. Voilà. Donc c'est le petit côté italien amusant mais qui est bien révélateur de leur personnalité. Je rentre à la maison. Quand je rentre dans le siège, j'ai vraiment l'impression que c'est le mien. Enfin, j'ai l'impression, je sens que c'est mon siège. Donc j'ai l'impression de rentrer chez moi, voilà. Après une longue absence de, combien 28 ans. Une absence de 28 ans, je reviens à la maison. Il y a 99% de très bons souvenirs. Parce que d'abord, il y a eu 43 victoires, je crois. Donc c'est quand même assez significatif. Et puis cette voiture qui était, et qui est toujours une voiture mythique, que j'ai eu le privilège et la grande chance de pouvoir conduire, au sein d'une équipe qui s'est faite d'une façon quasiment empirique, mais qui s'est soudée autour d'un projet, autour d'un homme, autour d'un système, et qui a donné des résultats jusqu'aujourd'hui, je crois, inégalés par rapport aux moyens investis, par rapport à la petite équipe que nous étions, par rapport au challenge que nous nous étions mis, parce qu'on allait courir dans le monde entier quand même, contre des équipes d'usines structurées, et nous étions là comme une espèce de poil à gratter. L'équipe Chardonnay, c'était le poil à gratter du championnat des rallyes, du championnat du monde, du championnat d'Europe, championnat de France, championnat d'Italie des rallyes. On était partout, omniprésents, on était dans tous les coins. Et on gagnait beaucoup, donc c'est beaucoup de bons souvenirs au-delà de tout ça. Et ce qui est très plaisant, c'est que cette voiture, elle est dans l'état où elle était parce que c'est les copains qui s'en occupaient qui ont mis ça en état. Et voilà, Il manque Alain Mahé à côté, et puis ça pourrait repartir. Alors le Monte Carlo 79, c'est parti très mal. Puisque pendant toute la première partie du rallye, les 3/4 du rallye, j'ai pas bien marché, j'ai été bloqué. Il y avait une performance très en dessous de ce qu'on pouvait imaginer. J'étais très ulcéré, très vexé par cette contre-performance. On était, je crois, 6e au départ de la dernière nuit. Et puis j'ai essayé de trouver des moyens de, comment dirais-je, de relever la tête et de montrer que l'équipe était
était performante et que je ne pouvais pas rester sur une contre-performance aussi forte. Et donc je me suis mis à calculer comme un théoricien, comme quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur et puis qui regarde les choses par rapport au côté théorique. Et je me suis dit, par rapport au ratio que je connaissais, le terrain, la qualité des épreuves spéciales en termes d'enneigement, de plaques de glace, etc., je me suis dit, ils vont tous partir avec des pneus cloutés parce que la logique de fonctionnement sur l'épreuve voulait que nous ayons tous des pneus cloutés, parce qu'il y avait entre 10 et 15% de routes enneigées. Donc l'arrière pays niçois, tout le monde le connaît, il y a des ravins, on y laisse tomber la tour Eiffel, on n'entend pas tomber. Je savais que tout le monde allait partir avec des pneus cloutés, mais je savais aussi qu'avec des pneus sans clous, des racing retaillés, sur les endroits asphaltés sans neige, on avait un gain de temps de 7 à 8 secondes au kilomètre. Donc je me suis dit, si sur les 80% de la route, j'ai des pneus sans clous, je vais gagner sur ces 80% 7 à 8 secondes au kilomètre par rapport aux autres. Et je me suis dit, donc je vais prendre cette option de pneumatique. J'en ai débattu bien sûr avec Alain Mahé qui était dans la voiture, parce que cette option était quand même à très haut risque. Et je lui ai dit, écoute, si on passe la ligne d'arrivée avec des pneus sans clous par rapport aux gens ils auront tous au minimum 250 clous sur leurs pneus, on va leur en coller tellement qu'on est sûr de faire le temps scratch. Et Alain me dit, à condition qu'on passe la ligne d'arrivée. Ah, je lui dis ça, bien sûr, si on ne passe pas la ligne d'arrivée. Lui était persuadé, et moi aussi d'ailleurs, sans le dire, qu'on ne passerait pas la ligne d'arrivée de la première épreuve, qu'on irait se vautrer dans un coin ou sortir de la route. Et puis avec beaucoup de chance, on a passé la première ligne d'arrivée et on a fait le temps scratch. Donc quelque part, je suis arrivé à l'assistance où tout le monde était fou de joie, bien entendu, parce que faire le premier temps scratch dans la première épreuve, ça réhabilite, ça fait un peu oublier la contre-performance en partie de tout ce qui s'était passé dans la première partie du rallye. Et puis, on en a tous débattu avec toute l'équipe, avec Alain Mahé, et on s'est dit, on a passé la ligne d'arrivée une fois, on va essayer de faire la deuxième épreuve avec les mêmes types de pneumatiques sans clous. Et puis, pour raccourcir, la deuxième épreuve, on a aussi fait le temps scratch. On a passé la ligne d'arrivée, on ne s'est pas viré. Puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, puis la sixième, la septième, la huitième et la neuvième épreuve, où on était au départ de la dernière épreuve, on avait encore, je crois, 15 secondes de retard sur Val-de-Garde. Et là, je me suis mis à dire quand même, on ne va pas tout perdre au dernier moment. Finalement, une place de deuxième ne serait pas si mal que ça. J'ai envie d'assurer le coup. Et puis je me dis, qu'est-ce qu'il va faire Val-de-Garde ? Il est obligé d'enrayer l'hémorragie quand même, parce qu'il voit que depuis le départ, toutes les épreuves, je lui en mets. Je me suis dit, si je me mets à sa place, je vais essayer de monter des pneus sans clous, des racing. Et en sachant la difficulté que j'avais eue à piloter ces pneus sans clous dans ces conditions-là, je me suis dit, il va les mettre, mais sans le feeling nécessaire à ça, il ne va pas les utiliser au maximum. Il va être bloqué, parce qu'on s'est fait des grosses chaleurs toute la nuit quand même. Hein. Je ne sais pas combien de roues cassées, des ailes arrachées, portes arrachées, enfin, fait des grosses chaleurs. Et je me suis dit, moi par contre, je vais mettre des pneus à clous pour la dernière épreuve, et je pense que l'écart de son non-feeling plus du mien en assurant les coups, on devrait gagner de peu, mais on doit gagner ce rallye. Et c'est ce qui s'est passé. On a joué un coup de poker immonde, monstrueux. Au départ de la dernière épreuve, je me rappellerai toute ma vie, Val-de-Garde est venu tourner autour de la voiture pour voir les pneus que j'avais. Il a vu que j'avais des pneus à clous. Et moi, j'ai vu qu'il avait des pneus racing. Et il s'est approché de moi en me disant, Bernard, tu as gagné. Et c'est ce qui s'est passé. On a gagné, je crois, pour 5 ou 6 secondes. Et ça a été, sur le plan tactique, sur le plan de la cohésion de l'équipe, sur le plan de l'incertitude, sur le plan de la surprise de gagner un rallye qui était perdu au départ, je crois que c'est ce qui a marqué. Et aujourd'hui, 30 ans après, il n'y a pas une fois dans la journée où je vais dans un endroit où il y a du monde, où on me dit « Oh là là, Monte-Carlo 79 », c'est resté complètement dans les mémoires. Et ce qui m'étonne le plus, quelque part, c'est même dans la mémoire des jeunes qui n'ont pas vécu ce moment-là. C'est assez étonnant, et bien sûr que ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Mais derrière cette victoire, je crois qu'il
l'histoire retient que ce qui a été fort derrière tout ça, cristallisé par cette victoire, c'est que c'est l'aventure d'une équipe, c'est l'aventure humaine d'une équipe, d'une petite équipe qui, par la cohésion et par l'amour qu'on se portait les uns aux autres, a fait qu'on est arrivé à faire des choses impossibles au départ et réalisables par cette espèce de cohésion absolue, où personne ne voulait prendre le pied sur l'autre. Je ne pense pas que ni l'équipage, ni les gens, personne ne se prenait au sérieux. On était là au service d'un système et tout fonctionnait en râteau, comme on dit. On avançait en ordre de marche, sans se poser de questions, sans état d'âme, en sachant qu'une seule chose, c'est que si on faisait une connerie, l'un ou l'autre, ou l'équipe ou nous, ça pouvait remettre en question tout l'équilibre fragile du système. Et M. Chardonnay, qui à l'époque avait des moyens financiers quand même extrêmement réduits, pouvait du jour au lendemain dire « on va tout arrêter ». Donc on était le dos au mur et seule la victoire du moment pouvait assurer la participation suivante. On était à peu près dans cette logique. On en était tous conscients. Et quand on est dans un système de danger sur la pérennité du fonctionnement, on est vraiment obligé d'être sérieux. Et je crois que c'est cette espèce de cohésion qui a fait qu'on est arrivé au bout d'une aventure incroyable, sans s'en rendre compte au moment voulu. Et on en a aujourd'hui pleinement conscience, 30 ans après.